Alors, le mot VIH est la désignation d'un virus. Un virus est un microbe. Hein? Le V signifie virus et I, immunodéficience, c'est H humain. Donc, le virus de l'immunodéficience humain. C'est un microbe qui est responsable d'une maladie qu'on appelle l'infection à VIH. Et dans un certain stade de cette maladie, nous atteignons ce qu'on appelle le sida. Donc voilà, donc le VIH est un microbe responsable de cette maladie, une grande pandémie qu'on appelle l'infection à VIH. Alors, l'histoire du VIH est complexe et les sujets parfois beaucoup de controverses. Parfois, on n'est pas très sûr de ce qui se passe. Mais les pistes les plus évidentes attestent que le Congo serait impliqué dans la découverte de la maladie parce que les plus anciens sérums de primates, donc de grands singes, dans lesquels on a trouvé un virus qui s'appelait le VIS, virus de l'immunodéficience sinien, dans les années 50 étaient des primates du Congo. Alors maintenant, la similitude entre ce virus animal est très proche de celui qu'on appelle chez l'homme le virus de l'immunodéficience humaine. On pense que ce virus parti du singe aurait subi une transformation, une mutation pour passer chez l'homme. Comment? On ne le sait pas très bien. Est-ce par des manipulations en laboratoire, par des manipulations parfois qui, comme on le sait, permettent la fabrication de certaines maladies? On ne sait pas très bien. Là, c'est le flou qui demeure. Mais le lien le plus évident reste celui-là, le plus évident aujourd'hui, entre le VIS de chez les grands primates qui serait passé d'une manière ou d'une autre par une mutation chez l'être humain. Alors, il faut dire que la maladie est... Et c'est une question intéressante parce que beaucoup de gens pensent qu'il suffit de regarder quelqu'un très malade, squelettique sur un lit pour être contaminé. Non. La maladie évolue en deux phases essentielles. Il y a la première phase qu'on appelle la phase asymptomatique. Ça veut dire que le malade ne présente aucun symptôme, il est comme vous et moi. Et c'est celui qui contamine d'ailleurs parce qu'il paraît en bonne santé. Seulement en deuxième phase de la maladie que le malade va devenir symptomatique. Il présentera des symptômes. Alors dans ces deux phases, il y a plusieurs stades et les classifications sont différentes par rapport aux différents stades. Dans la phase asymptomatique, il y a par exemple ce qu'on appelle la séroconversion. C'est le moment où la personne contracte le virus, mais il n'est pas encore détectable. Il se transforme en quelque sorte dans l'organisme jusqu'à être détectable. Ensuite, nous passons à une première phase où l'individu, on peut détecter la maladie chez lui, mais il est tout à fait en bonne santé. Alors, la phase symptomatique commence à venir progressivement avec des maladies d'abord assez peu spécifiques. La personne douce, il présente de la diarrhée, il présente une malaria comme tout le monde. Et peu après, il évolue vers des maladies qui commencent à être beaucoup plus suggestives de l'infection à VIH. Ce sont notamment ce qu'on appelle des infections opportunistes. Par exemple, au niveau du système nerveux, une forme de méningite qu'on va appeler la cryptococose. Voyez-vous, par exemple, au niveau du tube digestif, la cryptosporidiose, l'isosporidiose, au niveau la candidose buccale, au niveau de la peau même, etc. Des maladies particulières qu'on ne fait pas lorsque notre système immunitaire est en bonne santé et qui peuvent suggérer l'infection à VIH. Jusqu'au stade le plus tardif, le fameux sida, pour lequel la personne malheureusement est en phase terminale de la pathologie. Alors, les facteurs en cause, on doit réfléchir en fait globalement au mode de contamination de la maladie. La maladie se contamine aujourd'hui de deux manières essentielles. Nous avons ce qu'on appelle la contamination, simplement la contamination horizontale, la contamination verticale. Dans la contamination dite horizontale, vous avez essentiellement la voie sanguine, ça veut dire le contact entre un sang contaminé et un sang non contaminé. Ça peut venir par exemple par une transfusion sanguine
ou le contact par inadvertance avec un objet tranchant qui est souillé par la pathologie. Et surtout, et c'est pour ça qu'on doit insister là-dessus, la plus grande voie de contamination, c'est essentiellement la voie sexuelle. Donc lorsqu'on a une relation sexuelle non protégée avec une personne qui est séropositive. De l'autre côté, dans la voie dite verticale, c'est la contamination qui se passe d'une mère infectée avec un enfant qui peut naître alors à ce moment-là infecté. Voilà les différentes voies de contamination de la maladie. Tout le monde qui a été en contact avec un individu qui fait le VIH-Sida ne développe pas la maladie. C'est exceptionnel, j'aimerais insister, c'est extrêmement exceptionnel. Il y a des individus aujourd'hui, à cause des faits de la nature, qui ont un système immunitaire extrêmement résistant, qui n'ont pas fait la maladie. Ou voilà. Il existe même des personnes qu'on appelle des sérodiscordants. Ça veut dire un homme a la maladie et la femme ne l'a pas. Mais c'est exceptionnel. Et c'est un risque évidemment à ne pas prendre. De manière générale, on sait que lorsque vous êtes passé par les voies de contamination que nous avons citées, vous avez 99% de chances d'être contaminé. Absolument, il existe toute une série de tests. On les regroupe classiquement en deux catégories. Il y a des tests dits sérologiques, ça veut dire qu'ils détectent ce qu'on appelle les anticorps de la personne qui sont dirigés contre l'infection à VIH. Les anticorps, ce sont les moyens de défense du corps humain contre le VIH. Si on a des anticorps contre le VIH, ça veut dire qu'on a le VIH. C'est le principe de ces tests sérologiques en général. Et puis il y a les tests dits virologiques qui ont pour principe plutôt de détecter la présence même du virus par des techniques assez poussées que je ne vais pas évoquer ici. Alors donc on peut diagnostiquer facilement l'infection à VIH. Il y a des tests qui en 5 minutes vous permettent de dire si vous êtes sujet au VIH. Peut-être qu'on a besoin d'un test de confirmation ensuite, mais en tout cas le diagnostic peut être assez simple. Oui, et ça c'est un élément aussi important parce que quand on pense qu'il n'y a pas de traitement, beaucoup de gens ont peur de la maladie, on stigmatise la personne qui a le VIH. Aujourd'hui, il faut savoir que l'espérance de vie de quelqu'un dans les pays occidentaux qui a le VIH est peut-être plus importante que quelqu'un qui a une vie entre guillemets saine dans un pays aux ressources limitées comme le nôtre. Si ma mémoire est bonne, je sais par exemple qu'en France, quelqu'un qui est traité du VIH, il a une espérance de vie qui avoisine les 70 ans. Donc les médicaments existent, ils peuvent permettre à la personne d'avoir une vie tout à fait normale et d'avoir une espérance de vie qui est proche de la normale. Malheureusement, non. Les recherches sont en cours. Il y a beaucoup de belles promesses, mais jusque-là, il n'y a pas de candidat vaccin évident pour pouvoir prévenir l'individu, l'être humain de l'infection à VIH. Donc, le seul moyen de protection le plus efficace qui reste à ce jour, c'est la prévention. Alors, ça aussi c'est un élément important parce que beaucoup de gens stigmatisent les personnes qui sont séropositives, si bien qu'elles se cachent parfois. On pense par exemple que lorsqu'on vit avec une personne séropositive, lorsqu'un moustique va le piquer et qu'il te pique, tu seras contaminé, ce qui n'est pas vrai. Hein? Comme on l'a dit, le VIH, le H de VIH c'est humain, l'hôte est humain, donc il ne peut pas transiter par un animal et recontaminer un homme. Ça c'est déjà quelque chose d'important à savoir. Après, nous avons cité les moyens de contamination. Ce sont des moyens connus pour lesquels la prévention est possible. Si on évite d'avoir une relation sexuelle non protégée, on évite d'être en contact avec un sang contaminé, notamment. Et si les moyens sont pris pour une mère qui est séropositive, on peut protéger de la contamination. Donc il n'y a pas un besoin de stigmatiser la personne, d'avoir une peur excessive en vivant avec un voisin qui aurait le VIH. Il faut noter qu'une femme séropositive ne contaminera pas systématiquement son bébé. Non. Par contre, il existe des moyens qui peuvent permettre à ce que cet enfant ne soit pas contaminé. Comment? D'abord, la mère devrait être mise sous traitement. Un traitement qui va permettre à ce que la quantité de virus diminue sensiblement dans son organisme et que donc la transmission se fasse à moindre qu'il y ait une moindre contamination chez le bébé à venir. Après, il y a des mesures qui seront prises pendant la grossesse, pendant l'accouchement.
il y a des techniques particulières. On peut par exemple faire ce qu'on appelle le césarien programmé. On peut autoriser l'enfant de passer par voie basse, mais c'est un accouchement protégé avec certaines techniques comme l'utilisation d'un virucide qui peut éviter le contact avec entre le bébé et le virus. Et après l'accouchement, où l'enfant va d'emblée être mis sous un traitement post-expositionnel au VIH, qui fait en sorte que même s'il a été en contact avec le virus, qu'on empêche à ce qu'il se développe dans l'organisme et l'enfant peut grandir sans développer la pathologie. Alors, contamination par allaitement est possible. Le VIH est la cible de prédilection. Oui, il va par exemple les sécrétions génitales, d'où l'intérêt de se rappeler que les relations sexuelles contaminent. Le sang, on en a parlé. Mais il y a une certaine quantité de virus qui se trouve dans le lait maternel. Donc oui, un enfant qui tète le lait maternel d'une femme séropositive peut attraper le VIH. Mais cela ne signifie pas qu'une femme séropositive ne va pas allaiter. On peut autoriser un allaitement moyennant des techniques qui vont diminuer sensiblement la quantité de virus dans le corps de la mère, pendant que l'enfant est lui-même sous un traitement aux antirétroviraux qui va diminuer le risque de contamination. On va empêcher à ce que cet enfant, s'il prend le lait maternel, soit en contact avec tout autre aliment. On appelle ça une alimentation maternelle au lait maternel exclusif. Et ces moyens peuvent permettre à ce que même si un enfant est allaité par une mère séropositive, qu'ils ne sont pas contaminés. Dans un cas plus extrême, on peut proscrire l'allaitement maternel lorsque c'est possible et donner un allaitement artificiel pour empêcher tout risque de contamination. C'est un peu comme un jeu de hasard, avec une forte probabilité de contamination. Mais on ne sera pas systématiquement contaminé. Donc, il ne faut pas que les gens banalisent le VIH, parce que certaines personnes ont été en contact avec un séropositif et ils disent « je n'ai pas été contaminé, donc la maladie n'existe pas ». C'est un jeu de probabilité où, au grand hasard, la personne n'a pas été contaminée. Mais c'est un risque à ne pas prendre, parce que la chance de contamination, par ailleurs, est davantage élevée lorsqu'on entre en contact avec quelqu'un qui est séropositif, par les voies que nous avons évoquées préalablement. Nous avons parlé au début de la maladie qui est ce qu'on appelle une séroconversion. Ça veut dire le temps entre la pénétration du virus dans l'organisme. En termes simples, il étudie un peu le milieu, il s'acclimate, il va pirater les cellules et il va pouvoir commencer à se multiplier, on va pouvoir le détecter. Durant cette période, les examens que nous utilisons peuvent ne pas être suffisamment sensibles pour détecter le virus. On estime ce temps entre 2 et 3 mois. Malheureusement, cette personne peut déjà être contaminante. C'est un grand aléa qu'il faut comprendre. Et il faut connaître cette vérité pour comprendre qu'il faut un certain temps, mais tout de même prendre des précautions durant cette période pour ne pas estimer qu'on n'est pas contaminé alors qu'on l'est probablement. Les médecins, il a prêté serment de soigner tout le monde, même la personne séropositive. Donc il peut par inadvertance entrer en contact avec du sang contaminé et il va prendre tout de suite un traitement post-expositionnel, une chimio-prophylaxie post-expositionnelle qui peut empêcher à ce que la maladie se propage. C'est le même principe que nous avons évoqué chez l'enfant qui est allaité avec une mère séropositive. Le fait de prendre précocement, très vite, dans les moins de 72 heures de traitement antirétroviral, peut faire en sorte que la multiplication du virus, sa pénétration dans les cellules corporelles ne se fasse pas. Le principe est que plus tôt la personne est diagnostiquée, plus tôt elle a de chances de se remettre ou d'être stable de la maladie. C'est pour ça que nous encourageons, je ne sais pas si on va y revenir à la fin, à ce que chacun connaisse son état sérologique. Il est bien, lorsqu'on se sent encore en bonne santé, ça veut dire que son système immunitaire est encore fort, de commencer un traitement qui permet alors plus facilement de contrôler la maladie. Plus tardivement, le risque de non-contrôle est encore plus difficile. Alors les mesures, elles sont nombreuses. D'abord, en termes, nous avons dit que le plus grand risque de contamination se passe par la voie sexuelle. Et donc, nous préconisons généralement ce qu'on appelle la méthode ABCD. A, ça signifie que chacun fait un choix d'être soit abstinent, de se refuser d'avoir de rapport sexuel. B, ça signifie bonne fidélité. Pas fidélité tout court, mais bonne. Ensuite, il y a C comme condom, le port du préservatif.
pour une personne qui a une relation sexuelle avec un partenaire occasionnel ou lorsqu'on ne connaît pas initialement l'état sérologique de son partenaire. Et le D, qui devrait même être au début de la lettre A, c'est le dépistage volontaire. Connaître son état sérologique pour se protéger et ne pas contaminer les autres si on est contaminé. C'est une bonne question. Lorsque nous avons parlé des tests tout à l'heure, nous avons parlé notamment des tests sérologiques qui sont les plus usuels. Et ces tests sérologiques, certains d'entre eux peuvent, puisqu'il s'agit de virus, le rhume est causé par généralement un virus. Et donc, il peut se faire que les anticorps que l'organisme produit contre le VIH peuvent ressembler à des anticorps produits contre d'autres virus. Et donc, effectivement, un test peut confondre ces anticorps et créer ce qu'on appelle des faux positifs. Mais il existe des moyens de contrôler cela. Généralement, on fait un premier test qui a une forte sensibilité. Et on doit faire un deuxième test qui a cette fois-là une forte spécificité sur le VIH et qui permettra de dire qu'en réalité, ces anticorps étaient réellement orientés contre le virus. Ça permet de comprendre un phénomène important. Beaucoup de gens disent que on m'a testé séropositif et puis après, j'ai eu un miracle, j'ai été guéri. On ne parle pas des miracles, ce n'est pas notre domaine, mais scientifiquement, ça peut s'expliquer qu'une personne ait été un faux positif initialement et qu'un deuxième test confirme qu'il n'avait pas la maladie. Donc ce n'est pas une contradiction médicale, mais des faits qui peuvent être scientifiquement vérifiables. Absolument, il existe aujourd'hui dans notre pays un programme spécifique qui est chargé de la lutte contre le VIH, un programme national de lutte contre le sida, le PNLS. Et ce programme, il est soutenu par l'État congolais et notamment par d'autres organismes internationaux. Et des mesures assez importantes sont prises pour favoriser notamment la distribution des antirétroviraux, pour former des prestataires de soins, pour sensibiliser les populations pour ce qui est de connaître la pathologie et de se faire dépister. Bien entendu, dans ce domaine, des efforts méritent d'être faits encore davantage. Il y a évidemment la part des responsables politiques qui font leur part et qui peuvent encore l'améliorer d'un côté, et de l'autre, il y a la part de la population qui doit adhérer à ces mesures, s'informer suffisamment. Par ailleurs, il y a aussi un autre axe sur lequel des efforts devraient être faits, c'est le contrôle de la maladie, avec des médicaments beaucoup plus efficaces, parce que la maladie évolue, on a des médicaments beaucoup plus efficaces, et il serait bien dans notre pays qu'on ait à notre disposition ces médicaments pour permettre un meilleur contrôle des personnes infectées. Le VIH est un ancien virus. Et donc, en termes de valeur cumulée, on sait que le VIH est nettement plus dangereux, parce qu'on vit avec le VIH de manière permanente. Alors maintenant, un élément important à souligner, c'est qu'une personne qui est séropositive est une personne qui, en cette période de pandémie au coronavirus, doit faire davantage attention parce que c'est une personne à risque. Son système immunitaire étant relativement faible, il doit vraiment respecter les mesures barrières, éviter d'entrer en contact avec le coronavirus parce que cela aggraverait son état immunitaire, son immunodéficience et pourrait précipiter à la mort. Après, une maladie reste une maladie. On ne va pas minimiser le coronavirus, on ne va pas minimiser le VIH. Il faut prendre des mesures concrètes pour éviter de se choper les deux virus. Se protéger. Merci beaucoup.